Bienvenue dans l'antre de Jean-Marie, une salle des fêtes privée, transformée en hall d'exposition. Vous avez environ 90 maquettes. Elles sont toutes réalisées en allumettes, sans structure intérieure. Châteaux, moulins, ponts, toutes sortes d'édifices composent sa collection. C'est un peu au gré de mes balades. Hein, et des fois, je vais prendre des photos, je vais en prendre beaucoup, puis je ne vais pas les réaliser. Ou à un moment, je vais me décider de le faire. Mais dans l'immédiat, c'est pas sûr que je le fasse. L'atelier de fabrication au domicile de Jean-Marie. Première étape, pour éviter tout accident, le bricoleur flambe toutes les allumettes. Au gré du temps, Jean-Marie a développé des techniques strictement personnelles. Je prends une allumette, je vais tremper le bout dans la colle et elle va me servir d'outil pour aller poser le morceau d'allumette sur l'élément que je construis. Mais comment a-t-il découvert cette passion? Je commence à l'âge de 16-17 ans, j'avais des problèmes de dos. Et donc j'étais obligé d'acheter un peu en repos. Et dans les phases où je avais le droit de me lever, je me suis mis à faire des maquettes en allumettes. Le jeune homme en construit alors jusqu'à l'âge de 25 ans. Il reprend cette activité après sa carrière d'entrepreneur en électricité, toujours soutenu par Chiffon, sa femme. C'est super, hein, faut avoir le doigté, parce que moi j'ai essayé, mais c'est pas la peine. Ça fait aussi marcher la mémoire, hein, le cerveau, parce que faut réfléchir et faut refaire n'importe quoi. Certaines maquettes sont amovibles, comme cet octroi qui a disparu du pont de Châtellerault avant les années 50. Elle est amusante quand je rencontre des gens de Châtellerault, je leur demande de trouver une maquette de leur région. Ils ne la trouvent pas parce que pour eux, ils ne l'ont jamais vue comme ça. L'homme mène sa collection au gré de ses envies. Je suis content d'avoir réalisé ça. Dire que bon, ça me fait plaisir de les faire voir, ça c'est important. Mais c'est pas une grande. Je ne recherche pas un piédestal. Hein. Dans tout ce que j'ai fait, il n'y a jamais eu d'objectif. Reste la question incontournable. Lui parle-t-on souvent du film Le Dîner de cons avec Jacques Villeray, alias François Pignon, passionné de maquettes en allumettes. On m'appelle Monsieur Pignon et j'ai à dire d'autre côté que c'est la personne la plus intelligente de tout ce film. Donc ça vous amuse? Ça m'amuse, j'ai oublié de s'amuser. Voilà, j'aime bien le regarder de temps en temps quand même. Taquin, avant de partir, Jean-Marie nous dévoile une autre collection. Une soixantaine de véhicules anciens, principalement de la marque Panhard. Ma musette m'a sauvé la vie en traversant la plage, en empêchant une balle de me transpercer le dos. Dieu était vraiment avec moi. En fait, c'est un pain de TNT dans sa musette qui a arrêté la balle et qui, par miracle, n'a pas explosé. Il reçoit tout de même un éclat d'obus dans le poignet, ce qui ne l'empêchera pas de continuer le combat. Histoire d'un instant, récits personnels, anecdotes intimes, Clément recueille depuis 20 ans les témoignages des soldats alliés de la Seconde Guerre mondiale. Il les décrypte aujourd'hui sur sa chaîne YouTube. Tout a commencé dans ce cimetière. C'est un souvenir qui m'a marqué à jamais, donc qui a démarré mon intérêt pour l'histoire, et plus précisément la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Clément a alors 6 ans et contemple, à hauteur de tombe, les 9000 croix du cimetière de Colleville-sur-Mer. Adolescent, le passionné d'histoire commence à collectionner les objets de guerre de toutes sortes, mais cela ne lui suffit pas. C'est ça qui est frustrant avec ces objets, c'est qu'ils ne parlent pas. Et c'est la raison pour laquelle je me suis vite tourné vers les lettres de soldats pour comprendre ce que nos libérateurs ont vraiment traversé, ce qu'ils ont pensé, et du coup le prix de notre liberté, quoi. Des milliers de lettres s'accumulent, le jeune homme les feuillette, les examine pour mieux comprendre l'effroi du conflit. À l'époque, il y avait la censure, les soldats n'avaient pas le droit de dire tout ce qu'ils voulaient, et l'autocensure également, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitaient pas inquiéter leurs proches. Donc forcément, ça rend mon travail de recherche beaucoup plus difficile, parce qu'il y a un très très faible pourcentage de lettres qui sont réellement historiquement intéressantes ou émouvantes. Mais parfois, une missive, même anodine, peut prendre une toute autre dimension.
Mais même quand elles disent pas grand-chose, finalement, les lettres peuvent être intéressantes de par leur contexte. Typiquement, là, on a une simple lettre d'amour, mais écrite par un soldat britannique qui va être tué quelques heures plus tard, près de Villers-Bocage. Et la lettre va être non censurée, même pas cachetée, elle va être envoyée tout simplement avec ses affaires personnelles. Tous ces fichus efforts auxquels on a dû consentir, à traîner ces sacs qui nous brisent le dos, à ramper dans la boue et la vase, et à vivre comme des porcs plutôt qu'en tant qu'être humain. Tu peux parier ton dernier dollar que nous leur ferons payer le prix fort quand nous leur tomberons dessus. Là, on a les lettres du capitaine Otis Hewitt. Elles ont la particularité en fait, de tout raconter, des conditions de vie sur le front, du combat, de la responsabilité d'avoir des hommes sous son commandement, de les perdre, les dangers sur le front. Ça aurait pu inquiéter sa femme, mais visiblement, il a choisi de raconter tout ça quand même, y compris même des crimes de guerre des deux côtés. Donc, c'est des courriers particulièrement fascinants. J'ai décidé d'en faire tout un livre, Till the Job is Done. Reconnu pour son travail, Clément continue de parcourir la Normandie, rencontre et échange avec les familles des derniers vétérans. Après un nouveau livre et film documentaire, il vient de produire lui-même 5 épisodes spéciaux sur la bataille de Normandie à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement. C'est un vrai travail de mémoire en fait. Mon objectif c'est après de partager ces courriers, ces témoignages au plus grand nombre pour faire comprendre notamment aux jeunes générations ce qu'était réellement la Seconde Guerre mondiale, non pas à travers des dates et des chiffres et des statistiques, mais réellement des témoignages humains, émouvants de gens qui sont passés par le pire conflit de l'histoire de l'humanité. Bienvenue dans ma caverne d'Ali Baba. Ici vous allez voir tout objet de collection, des voitures miniatures, des cartes postales anciennes, des pins, des magnettes, tout ce qui se collectionne, des monnaies, des billets. Vous ne serez pas dépaysé si vous collectionnez. Un capharnaüm, un souk, un bric-à-brac, appelez ça comme vous voulez, mais le fourbi de Sébastien fait le bonheur des collectionneurs depuis 14 ans. Ça va? C'est beau. La forme? Ouais. Et les fidèles sont nombreux. Quels sont vos arrivages? Bah, il y en a un petit peu par ici. Vous allez m'avoir là. du bois. Ah oui, dis donc. Ouais, il y a des belles choses ici, il y en a ici. Celle-ci aussi, c'était une nouveauté. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Une de la haie. Ah bah celle-là, je voulais la prendre. Ouais. Tiens. Puis elle était pour les 24 heures du Mans, celle-là. C'est pas pour les Tours de France. Ça représente quoi ce magasin ici pour vous? La caverne d'Ali Baba. Le tiroir aux surprises. Puis quand il fait mauvais, l'accent du sud-ouest qui réchauffe. En plus, il a une passion lui aussi pour l'automobile et il en connaît plus que moi. Alors. Ça dépend. Et Dieu sait pourtant. Parfois je le gaule. Oui, voilà, quand même. Vice versa. Sébastien a un souci de bien, c'est qu'en fait, il me les reprend et on fait des échanges. C'est extraordinaire parce que, vous voyez, on tire. Ah, faut la refaire encore. On fait tomber, bien sûr. Et derrière, il y en a encore. Et il n'y a que lui qui sait ça. Il sait lesquels précisément sont derrière. Cet ancien sous-marinier a débuté par collectionner les télécartes il y a 22 ans, avant de se tourner vers les pièces de monnaie. Ça vaut 6 €. Ça circule facilement, c'est pas une commémorative. C'est Slovénie, ça. Okay. Là, voilà, la croix de Malte, c'est une normale aussi, ça vaut 2 €. Ici, il y a un demi-franc d'Henri IV. Nous avons ici un François Ier. Tout ça, c'est en argent. C'est de l'émotion parce que c'est des monnaies qui ont 2000 ans. Que ça ait traversé autant le temps que ça. Un patrimoine qui donne sens à sa démarche. C'est une transmission que je fais avec les collectionneurs. Voilà. Je suis juste un messager. Voilà. Je suis là pour donner la passion à ceux qui en auraient le germe. Et ils le développent après. Pour garder le patrimoine français, on en a un énorme, il faudrait le préserver. Sébastien a alors logiquement ouvert son magasin, à Clermont-Ferrand d'abord, puis à Tours, malgré un entourage sceptique. Disons que quand on veut vivre de sa passion, il faut en faire son métier, quoi. Il ne faut pas mélanger ses propres objets de collection avec ce qu'on peut proposer au public. On finit jamais une collection. On peut passer toute sa vie, on peut avoir tous les moyens qu'on veut, mais on veut toujours le Graal de ce qu'on ne peut pas avoir. Être frustré, ça donne l'envie. Voilà. L'envie d'avoir envie, comme disait Johnny. Voici un cabinet un peu particulier, un cabinet de curiosité où travaille Sandra, psychologue de son état et collectionneuse invétérée d'insectes.
J'ai commencé d'abord par mettre des tableaux parce que, comme c'est mon lieu de travail, c'est pas réel. Du coup, j'ai des patients moi, qui peuvent être phobiques, qui peuvent avoir peur des insectes. Donc les tableaux, ça passait. Mais j'ai quand même pas pu m'empêcher à un moment donné de mettre de vrais insectes parce que c'est ma passion, les vrais insectes. On y trouve, par exemple, un sphinx tête de mort, papillon présent en France, ou d'autres insectes plus exotiques. C'est un modèle qui vient d'Inde. Et il fait, comme tous ceux de la famille des phasmes, du mimétisme avec la nature. Et celui-ci, si on le regarde de près, on a l'impression que c'est une feuille. On voit même effectivement les nervures de la feuille. Sandra cultive sa passion au long cours. Ce microcosme se révèle, il est vrai, d'une richesse infinie. Ça fait 200 millions d'années qu'ils sont là. Et rien que ça, moi déjà, ça me fascine de me dire qu'ils ont survécu à tant d'époques et à tant de choses. Nous, on ne survivra pas aussi longtemps qu'eux. Et puis les autres raisons sont aussi le fait qu'ils ont participé à la vie aussi sur Terre, à la biodiversité de cette vie, à la pollinisation, qui aussi a donné beaucoup de richesses, effectivement, de vie sur Terre, et que sans eux, en fait, on n'est rien. La thérapeute s'est donc tout naturellement penchée sur le profil des collectionneurs. Il est varié, mais débute souvent dès l'enfance. Les premières collections, on le voit arriver chez les enfants entre l'âge de 5 et 12 ans à peu près, où ils vont commencer à collectionner. Et l'explication qu'on donne en psychologie de ça, c'est que ça permet à l'enfant, en fait, en collectionnant, de rationaliser en fait l'environnement qui l'entoure, de le sélectionner, de le classer, comme si ça lui permettait de pouvoir mieux maîtriser en fait l'environnement qui l'entoure. Ça permet aussi de garder un souvenir du moment. Par exemple, chez les anciens, ça va être des choses plus vintage parce que ça rappelle des époques de vie ou d'histoire. Une première étude sur le collectionnisme a été réalisée en 2021. Ses conclusions sont parfois surprenantes. Contrairement aux idées reçues, le collectionneur type est plutôt jeune, moins de 25 ans, en couple et de catégorie professionnelle supérieure. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser 8 Français sur 10 à avoir mené au moins une collection au cours de leur vie? Ça ressemble à de la relation sentimentale, en fait, dans l'objet d'une recherche de plaisir, d'un désir de quelque chose, avec le désir de la découverte, quand on le trouve, l'émerveillement, et puis parfois la frustration de devoir abandonner. Mais attention, demeurent les déviances inhérentes à ce genre de hobby. Un tiers des collectionneurs avoue que cette passion a déjà été la source d'une dispute conjugale. Elle va envahir l'espace et parfois l'espace commun. Et donc, du coup, elle peut peser aux autres. Et puis, elle va prendre trop de place dans la tête aussi de la personne qui semble obsédée par sa collection, ne parle que de ça, ne cherche que ça, ne tourne qu'autour de ça. Ça peut prendre trop de place financièrement aussi. Ça peut ruiner même parfois des gens. L'essence de la démarche reste la transmission. Elle révèle la personnalité du collectionneur disparu. Et cela ne date pas d'hier. L'homme préhistorique collectionnait déjà les silex.